Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Je vous donne rendez-vous ici, tous les jeudis, pour faire le plein d'optimisme. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @BasilicPodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous. Cette semaine, je reçois Lucie Pinson. Son nom n'a pas pu vous échapper puisqu'elle a fait la une de tous les journaux ces dernières semaines. Lucie Pinson a remporté, le 30 novembre 2020, le prix Goldman pour l'environnement. Ce prix est considéré comme un équivalent du prix Nobel dans le secteur de l'écologie. Elle est la 4e Française à recevoir cette distinction depuis 1992. Claire Nouvian, directrice de l'ONG Bloom, l'a d'ailleurs reçue en 2018. Militante pour la défense des droits humains depuis le début de ses études, Lucie Pinson incite depuis 2013 les banques et assurances à arrêter d'investir dans les énergies fossiles. Elle décrypte les rapports des plus grandes banques et assurances mondiales et fait pression sur ces grandes entreprises pour empêcher que des projets dépendants du charbon voient le jour. Dans cet épisode, elle nous raconte son combat et nous donne des clés pour nous investir en tant que citoyens et citoyennes et essayer, à notre échelle, de faire bouger les lignes. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Lucie. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de ce qui vous anime depuis plusieurs années. Avant de parler de Reclaim Finance et tout ça, j'aimerais que vous commenciez s'il vous plaît par vous présenter. Alors, je m'appelle Lucie, j'ai 35 ans, j'ai fondé Reclaim Finance, donc une ONG dédiée à la finance et au climat, en mars 2020. Avant cela, je travaillais déjà sur la finance et sur le climat, donc sur la responsabilité des grandes banques, des grandes sociétés d'investissement et d'assurance dans le dérèglement climatique et les violations de droits de l'homme qui y sont associées. Et j'ai travaillé pour cela avec 2 associations. Alors la première, c'était les Amis de la Terre France, que j'ai rejoint en 2013 en tant que chargée de campagne finance privée. Et j'y suis restée jusqu'en 2017 en tant que salariée. Après, j'ai continué de travailler bénévolement pour cette association à laquelle aujourd'hui Reclaim Finance est affiliée. Mais j'ai rejoint une autre organisation au niveau international qui s'appelle The Sunrise Project. Et j'étais en charge de soutenir des personnes comme moi qui menaient des campagnes sur la finance et sur le climat dans leurs pays respectifs. Je coordonnais notamment une campagne qui s'appelait Unfriend Call, qui s'appelle aujourd'hui Insure Our Future et qui vise les grandes sociétés d'assurance au niveau international pour leur demander de ne plus assurer des nouveaux projets d'énergie fossile et notamment du charbon. Quand vous avez rejoint les Amis de la Terre en 2013, vous aviez déjà cette envie de vous attaquer au monde de la finance, de discuter avec les grandes banques, les grandes assurances ? Alors, les Amis de la Terre, je les ai découverts. Alors, je les connaissais déjà pendant mes études, mais j'ai surtout découvert en 2011, à la fin de mes études, alors que j'étais en stage à l'ETEC et avec qui j'étais chargée de participer à l'organisation des contre-sommets G8, G20 qui étaient en France. Je travaillais également sur le rôle de la spéculation, sur la volatilité des prix sur les marchés agricoles. Concrètement, pourquoi spéculer peut entraîner des milliers de personnes à ne plus pouvoir se nourrir. Et comme je baignais dans ce milieu-là, des ONG de solidarité internationale implantées à Paris, je suivais de très près les Amis de la Terre et notamment, j'étais bien au courant de la campagne qu'ils avaient lancée il y a déjà plusieurs années en direction des grandes banques privées. Donc j'étais déjà consciente de l'importance de la finance et du rôle stratégique de ces acteurs-là.
Ceci étant dit, je voulais surtout travailler aux Amis de la Terre parce que je me retrouve pleinement dans leur projet. Et c'est une association qui, alors c'est souvent décrit comme une association de défense de l'environnement, alors que statutairement, enfin en tout cas dans la manière dont elle se présente, c'est une association de protection de l'homme et de son environnement et qui mêle dans tous ses combats les aspects de justice sociale aux aspects de justice environnementale. Et ça, c'est quelque chose qui m'a, moi, beaucoup parlé en tant qu'ancienne militante plutôt des droits de l'homme. Et donc, j'ai décidé de rejoindre les Amis de la Terre et j'étais très heureuse d'avoir un poste sur les questions financières qui m'ont extrêmement passionnée, sur lesquelles je me suis formée petit à petit et je pense que je travaillerai sur la finance encore pendant de nombreuses années. Ça, c'est certain, d'autant plus que vous venez de recevoir le prix Goldman pour l'environnement. Donc, c'est quand même une consécration. C'est un prix qui avait été reçu par Claire Nouvian, notamment de Bloom, en 2018, je crois. Voilà, qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir reçu ce prix ? J'imagine que c'est aussi une belle reconnaissance. Alors c'est une belle reconnaissance, voilà, on est content, on est forcément très très heureux, c'est extrêmement gratifiant de voir son travail reconnu, et puis c'est surtout la première fois que quelqu'un est récompensé de ce prix pour avoir combattu un problème spécifique via le levier financier. Ça c'est intéressant, et donc c'est sûr que c'est une belle reconnaissance du combat que j'ai pu mener aux côtés de mes collègues en direction des acteurs financiers. En France et au niveau international. Au-delà de cela, c'est certain que déjà ça va nous aider à faire connaître ce message, l'importance de la finance dans les dérèglements climatiques, l'importance qu'il y a à aller demander des comptes à nos banques, à nos assureurs, à nos investisseurs sur l'usage de l'argent qui leur est confié. Et puis c'est sûr que ça booste, donc ça donne envie d'aller encore plus loin dans notre combat. Quand vous avez commencé à vous rapprocher de ces grandes banques privées, comment est-ce que vous avez réussi à amorcer le dialogue ? Parce que ça ne doit pas être évident, j'imagine. Comment est-ce que vous discutez avec elles ? Quel levier est-ce que vous pouvez avancer ? Est-ce que c'est vraiment l'impact environnemental ? Sachant que vous, votre combat, c'était, en tout cas pour le moment, davantage la fermeture des usines à charbon. Même si vous êtes concerné par toutes les énergies fossiles, mais c'est ce pourquoi vous avez œuvré le plus. Comment est-ce que vous arrivez à amorcer ce dialogue ? Alors, déjà, il faut comprendre de quoi on parle. Lorsqu'on parle d'une banque, nous allons voir des hommes et des femmes qui travaillent pour la banque de la même manière que pour un assureur ou une société d'investissement. Et là, on a la chance tout de même d'avoir des interlocuteurs qui soient quand même assez permanents. Donc, on n'arrive pas en terrain vierge, nous les connaissons, et il y a une discussion qui s'installe sur la durée qui va nous permettre d'avancer. Alors c'est sûr qu'en 2013, lorsque nous sommes allés voir ces établissements, alors avons demandé de ne plus financer ou assurer certains projets d'énergie fossile, et en effet c'était sur le charbon que nous nous concentrions, eh bien c'était pas du tout quelque chose d'acté. Aujourd'hui en 2020, c'est sûr, tout le monde dit le charbon c'est mal, il faut absolument en sortir, et le débat c'est comment on fait. À l'époque c'était pas le cas. À l'époque, en 2013, également au niveau public, le climat n'était pas vraiment une inquiétude, et le charbon, la population française avait même pas conscience en fait de l'importance du charbon dans le mix énergétique au niveau international et son rôle dans la pollution de l'air, dans des millions de morts prématurées et dans l'aggravation de la situation climatique. Donc nous, on a déjà dû avoir une discussion sur l'utilité du charbon et sur notre capacité à nous passer du charbon. Donc on a passé beaucoup d'heures à démontrer que le charbon ne pouvait pas devenir propre. C'était le fameux débat si on va... Alors oui, le charbon c'est sale, mais ne vous inquiétez pas, nous allons transformer les technologies pour le rendre plus propre. Et nous disions, non, en fait, in fine, vous arriverez à le faire légèrement moins sale, mais certainement pas propre. Et en tout cas, ce sera impossible de le rendre compatible avec les objectifs climatiques. Donc, on a dû démontrer cela. On a également dû démontrer que le charbon
n'était pas une solution pour le développement des pays en développement et ne permettait pas nécessairement de faciliter l'accès à l'énergie ou à l'électricité des populations en situation de précarité énergétique. Et donc là, on a fait énormément de recherches pour appuyer nos dires et des recherches donc macro, où là, il y a énormément de rapports qui sont menés sur ces questions-là, que nous avons dû présenter. Et nous sommes également allés sur le terrain. Donc moi, je suis partie en 2014 en Afrique du Sud, où se trouve, le mix énergétique de l'Afrique du Sud est fondé, à l'époque, c'était plus de 90% sur le charbon. Et 2 énormes centrales avaient été financées autour de 2009-2010 par l'intégralité des grandes banques françaises, avec une partie parce qu'il y avait Alstom d'impliqué, et l'État français avait garanti la transaction. Donc c'était vraiment une histoire à la française, et on voyait l'impact et d'un côté l'impact de ces centrales-là, aussi bien sur le côté environnemental, sur l'impact environnemental, social, mais également économique et financier. Aujourd'hui, beaucoup d'articles disent que ces 2 centrales ont causé la faillite économique du pays. Et d'un autre côté, voilà, pour dénoncer cette idée que s'il y a un problème, il va falloir forcément passer par des énormes projets énergétiques centralisés pour répondre aux problèmes des populations, de l'accès à l'énergie, etc. Donc on a mené toutes ces études-là, et puis voilà, on a communiqué beaucoup pendant 2 ans sur ces enjeux-là pour déjà imposer le sujet et le fait que non, le charbon n'est pas une solution et le charbon doit être laissé derrière nous. Une fois qu'on a dit ça, il va falloir en effet aller beaucoup plus loin pour convaincre les acteurs de ne plus financer certains projets. Et à l'époque, on n'était pas du tout au même degré de maturité qu'aujourd'hui. Donc à l'époque, il ne s'agissait pas sortez du charbon, il s'agissait juste de ne plus, d'abord la première campagne, c'était demander à la Société Générale de ne plus de se retirer d'un projet de mine de charbon en Australie. Puis les banques françaises se sont proactivement engagées à ne pas financer les projets autour de dans un bassin non exploité en Australie. Donc là, on était loin de vous dites non à toutes les centrales ou toutes les mines, c'est juste un bassin et vous le refusez. Mais déjà, c'était un changement de paradigme en fait. C'était la première fois que des banques proactivement, publiquement disaient toutes ces zones-là, je ne veux pas y aller en raison des impacts que cela aura sur la biodiversité, sur le climat, etc. Et petit à petit, du coup, on a pu les pousser à arrêter toutes les mines, puis les centrales, puis une fois qu'on a arrêté ça, il faut s'attaquer aussi aux entreprises, etc., etc. Et pour faire ça, du coup, en plus du débat, le charbon c'est pas nécessaire et le charbon c'est pas propre, on va présenter tous les impacts de ce secteur-là. Leur dire également quand même que sur le long terme, c'est pas un pari gagnant de miser sur le charbon d'un point de vue économique et financier, et qu'il est aussi dans l'intérêt sur le long terme de la banque de partir, mais également sur le court terme, en fait, leur faire comprendre même derrière nos 4 murs que l'histoire qu'on leur raconte de personnes impactées, de sols pollués, de personnes, de populations déplacées de force, etc., c'est pas une belle histoire qu'ils ont envie de voir étalée dans l'espace public. Parce qu'il y a un risque réputationnel majeur pour ces institutions qui ont pignon sur rue, qui ont des clients, qui ont des salariés. Aujourd'hui, d'autres salariés, notamment ceux issus des grandes écoles, à attirer, et qu'il est dans leur intérêt de se retirer dès maintenant de certains projets plutôt que d'apparaître comme responsable de l'aggravation de la situation climatique. Et donc ça, le risque réputationnel va être un levier majeur tout de même pour les faire bouger. Levier réputationnel qui se traduit concrètement pour eux en des coûts aussi économiques et financiers. Est-ce que vous avez observé un changement après la COP21 et après 2015 ? Certainement. Là, il y a eu un avant et un après. Nous, la COP21, nous savions que ça allait être un moment d'accélération. Et également juste dans le fait de la prise de conscience des acteurs climatiques, des acteurs financiers et de leur responsabilité dans la lutte contre le dérèglement climatique. Ou au contraire, ne rien faire et aggraver la situation. On savait que ça allait être très important, donc
on a quand même joué un rôle majeur pour imposer le sujet du charbon à la COP21 et s'assurer qu'aucun acteur financier ne puisse aller à la COP21 sans avoir aucune politique sur le charbon. Voilà, on s'est assuré qu'ils n'auraient pas pu aller à la COP et seulement faire valoir leur financement dans les énergies renouvelables. Et que tout journaliste leur aurait rétorqué, oui, c'est très bien, mais que faites-vous sur le charbon ? Parce qu'il ne suffit pas de financer du vert, si vous continuez à financer la pollution de l'autre côté, ça ne va pas le faire. Donc ça, on l'a fait, et surtout, on savait que ça allait, que chaque acteur allait vouloir briller à la COP21 et pouvoir faire valoir son engagement en matière climatique. Et donc, on a bataillé vraiment pendant un an, on n'a pas arrêté. En 2015, on a enchaîné les campagnes pour obtenir, arracher de plus en plus de victoires jusqu'à la COP21, parce qu'on savait bien qu'après la COP21, ça allait être quand même l'effet un peu gueule de bois où bon, c'est bon, le climat, ça suffit, on en a parlé pendant un an, également médiatiquement, ça allait être moins porteur. Donc, on savait qu'il fallait vraiment tout faire avant. Après, on a quand même maintenu la pression pendant de nombreuses années, mais ça a été d'un côté beaucoup plus facile parce que le sujet il était installé et la responsabilité des acteurs financiers était reconnue, mais de l'autre côté beaucoup plus compliqué puisque médiatiquement, c'était moins porteur. Deuxièmement, on s'attaquait à des questions très techniques. Les banques françaises faisaient valoir, c'est bon, le charbon, nous avons fini, nous avons arrêté les projets, donc c'est bon, c'est derrière nous, on n'en parle plus. Et donc nous, ONG, qui tous les ans publions un rapport faisant l'état des financements toujours alloués au secteur du charbon, on passait quand même pour, également vis-à-vis des médias, bon, on vous dit toujours la même chose, changez de disque, vous en avez pas marre. Non, nous n'en avons pas marre, désolé, il y a toujours 90% des financements qui vont au charbon. Les banques, AXA, etc., continuent de financer ou d'assurer des entreprises qui développent des nouveaux projets charbon. Donc non, certes, c'est un peu redondant, certes, on comprend qu'en termes pour distraire, c'est pas stop, mais malheureusement, le problème, il est toujours là, donc on va continuer à le faire. Mais c'est sûr que médiatiquement, c'était beaucoup moins porteur. Et puis, et ça devient très technique surtout. Ça devient très, très technique. Ça devient vraiment, on a levé le capot, il faut comprendre les différents mécanismes financiers, la réalité de l'industrie du charbon. Et il ne s'agit plus seulement d'arrêter quelques entreprises, mais parce qu'il ne s'agit plus seulement d'arrêter l'expansion du secteur, mais il va falloir aussi s'assurer que les milliers d'infrastructures charbon en opération dans le monde soient fermées. Et donc là, il faut des politiques très complexes qui allient à la fois des mesures d'exclusion, mais aussi des mesures d'engagement en direction des entreprises comme Engie ou autres, qui n'auraient pas beaucoup de charbon, mais ont quand même du charbon et doivent tout de même se mettre au travail pour assurer la fermeture de leurs infrastructures. C'est ce sur quoi vous travaillez en ce moment ? Ça, c'est ce sur quoi nous travaillons en ce moment. En 2020, 2019, dès pour Crédit Agricole et AXA, suivi d'un certain nombre d'acteurs financiers français. Ils ont adopté des politiques de sortie, qu'on appelle des politiques de sortie du secteur du charbon, où en plus des mesures d'exclusion d'un certain nombre d'entreprises, les entreprises restantes en portefeuille vont se voir demander d'adopter des plans de sortie du secteur du charbon. Et donc ça, il y a un vrai enjeu de définir c'est quoi un plan de sortie, s'assurer que chaque actif va être fermé selon les bonnes dates pour respecter la trajectoire climatique. Et puis, ça va être aussi un gros débat sur qu'est-ce qu'on fait de ces centrales. En fait, si on les ferme, c'est bien. Si on les vend comme Engie l'a fait pendant les 5 dernières années, en se débarrassant, en vendant la moitié de ses centrales à charbon, climatiquement, il n'y a aucun impact positif. Les centrales, elles sont toujours opérées par quelqu'un d'autre et elles continuent à émettre. Ce qu'il faut, c'est bien entendu les fermer. Et donc, il faudra qu'on soit très vigilant pour s'assurer que les acteurs financiers poussent leurs clients à fermer leurs centrales. Et qu'on soit également vigilant pour s'assurer que ces centrales-là soient pas non plus donc ni vendues ni converties à la biomasse ou au gaz,
puisque la biomasse, c'est extrêmement mauvais pour le climat. Enfin, ça dépend, pas la biomasse en général, mais brûler de la biomasse dans des centrales à charbon n'est absolument pas une solution face à l'urgence climatique. Et puis, si on reconvertit au gaz, c'est également recréer un autre problème, puisque le gaz est également une énergie fossile. Et si les centrales existantes au gaz vont pouvoir se maintenir un peu plus longtemps dans le mix énergétique que le charbon, il faut surtout pas en construire de nouvelles, parce que on est en train de nouveau de construire dans ces cas-là des infrastructures qui vont émettre pendant des années et qu'il va nous falloir fermer avant leur amortissement. Donc c'est un énorme risque qu'on prend de nous enfermer dans une trajectoire très émettrice en gaz à effet de serre. Vous avez choisi comme angle d'attaque le charbon, mais au final vous travaillez sur toutes les énergies fossiles. J'imagine que vous essayez de sensibiliser vos interlocuteurs et interlocutrices à toutes ces problématiques-là. Tout à fait. Tout à fait. Le charbon, c'était stratégiquement ultra intéressant, puisque c'était et c'est en plus très important au niveau international. Hein. Donc c'est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, un énorme impact sur la santé des populations. Donc il y a un enjeu de justice sociale et sanitaire évident aussi. Et puis les banques françaises y étaient très exposées. Maintenant, il est certain que si on sort du charbon pour aller faire plus d'autres énergies fossiles, ça va pas aller. Donc aujourd'hui, on s'attaque aux autres sujets également. L'idée aussi d'avoir dit, on va se concentrer sur le charbon au tout début, c'est de reconnaître que on peut pas tout faire du jour au lendemain, et que si dès 2013 nous pouvions dire qu'il faut viser une sortie totale des énergies fossiles, et ça, il faut le dire dès 2013, sortez dès maintenant des énergies fossiles, en fait, on perd dans le discours et on se met nous-mêmes dans la situation dans laquelle les acteurs financiers aiment nous mettre très, très souvent, à savoir des idéalistes, des utopistes, vous n'y connaissez rien, vous êtes tout de même pas sérieux, laissez le sujet entre les mains de gens qui savent, en costume cravate, de leur tour de la défense, etc. Donc il y avait quand même un enjeu d'être très réaliste, de toujours rappeler la science climatique. Et la science, elle nous dit on ne peut plus développer des nouveaux projets d'énergie fossile au-delà du charbon, tout en ayant des mesures à proposer qui soient réalistes, qu'il soit possible de les appliquer au niveau des acteurs financiers. Dans le sens où, là, il faut reconnaître que il y a des milliers de personnes qui travaillent dans ces institutions-là et qu'on ne peut pas tout transformer du jour au lendemain et demander aux entreprises, même aux gens qui travaillent chez les acteurs financiers, de changer leur mode opératoire. Donc ça prend du temps. On assiste depuis 1 an à peu près à l'émergence de nouvelles banques, des banques qui se disent éthiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, c'est une victoire? Alors c'est excellent, c'est une excellente nouvelle. Hein. C'est la majorité de la population souhaite que son argent aille à la transition écologique, et aujourd'hui c'est pas le cas au niveau des grands établissements bancaires. Donc c'est une excellente nouvelle que d'autres se créent, et je leur souhaite bonne chance et longue vie. Maintenant, il faut dans tous les cas ne pas tomber dans le travers. Je me mets à la place d'un particulier qui souhaite contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique. Aujourd'hui, il suffit pas d'être un écolo exemplaire au niveau individuel. C'est pas suffisant. Et vous aurez beau mettre votre argent chez la bonne banque, que votre argent, vous vous assurez que votre argent aille à la transition écologique, c'est très bien. Mais ça va prendre beaucoup trop de temps. Et surtout, avant que ces banques-là puissent concurrencer les gros établissements de la place parisienne, on sera déjà sur des trajectoires climatiques pas du tout viables. Et donc, il faut, dans tous les cas, aller également peser sur les décisions qui vont être prises au niveau des grandes institutions financières, ou, encore mieux, au niveau du régulateur, pour que le régulateur contraigne les activités des banques, des assureurs et des sociétés d'investissement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Être un écolo exemplaire, oui, il le faut, c'est indispensable. Et tant mieux si vous pouvez faire le bon choix en termes de banque ou également en termes d'investissement chez Énergie Partagée, chez Terre de Liens, etc.
Par contre, il faut quand même aller pousser les BNP, les Sociétés Générales, les Crédits Agricoles, les AXA à faire beaucoup plus sur le climat. Et là, il faut pas non plus tomber dans la dichotomie entre je financerai du vert, donc c'est très bien, et de l'autre côté, je finance des entreprises actives dans les énergies fossiles. Ça va vous étonner, mais en soi, moi, j'aurais pas de problème à ce qu'on finance un Total. À condition que ces financements-là, ils soient conditionnés par l'adoption de vraies mesures de transition par Total, ce qui est aujourd'hui pas du tout le cas. Les grandes banques ou toutes les sociétés de la place de Paris, dans quasiment toutes, aujourd'hui veulent nous faire croire que c'est fini, il faut arrêter d'exclure, on peut plus sur tout le monde, il va falloir accompagner la transition, donc il faut aider les entreprises à se mettre en transition énergétique, etc. Alors c'est un beau discours, mais il faut quand même reconnaître que la majorité des entreprises aujourd'hui ne sont pas intéressées par la transition, et que dans transition, il y a bien l'idée d'aller d'un point A à un point B, et que les entreprises qui continuent d'ajouter du A ou qui vont dans le sens inverse en développant des nouveaux projets d'énergie fossile, ce ne sont pas des entreprises en transition. Et donc, en soi, le problème n'est pas tant d'avoir son argent chez un établissement qui finance du fossile. Le problème, c'est que ces financements-là ne sont pas conditionnés à un arrêt de la part des entreprises dans la construction de nouveaux projets d'énergie fossile, et au contraire dans l'adoption de plans pour fermer les projets existants en temps et en heure pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Après, vous le disiez en début d'épisode, mais la réputation de ces établissements est très importante aussi, la perception qu'en a l'opinion publique, donc ça peut aussi jouer dans la balance, et on peut espérer que ça les motive à aller encore plus loin. Alors oui, en effet, la réputation est extrêmement importante, donc il faut interpeller sa banque. Et c'est vrai que si demain un client décide de passer de BNP Paribas à Helios ou d'aller mettre son argent à la Nef, il faut pas le faire en catimini. Il faut absolument envoyer une lettre et dire pourquoi vous partez à votre conseiller, faire remonter l'information au plus haut niveau de l'établissement, parce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour eux. Ils reposent quand même ces établissements reposent sur leurs clients. Et ce que je disais tout à l'heure, le risque de réputation finit par se payer également au niveau des salariés. Si les salariés sont démotivés ou rejettent totalement les comportements de l'établissement pour lesquels ils travaillent, forcément ils vont être moins à même de faire moins motivés pour faire bien leur travail, et surtout dans l'avenir, ces établissements vont avoir un problème pour recruter. On le voit tous aujourd'hui, il y a tous les jeunes des grandes écoles, il y a le manifeste écologique, etc. Ont comme préoccupation, une des préoccupations principales, le dérèglement climatique, et ils vont choisir l'établissement pour lequel ils vont se tourner en fonction de ce qu'ils font ou ne font pas en matière climatique. Donc le risque réputationnel a un vrai enjeu, un vrai impact. Vous le disiez tout à l'heure, mais vous avez développé différents outils pour convaincre les banques privées, mais aussi les assurances. Vous avez beaucoup travaillé avec les assurances, on n'en a pas tellement parlé encore. J'ai notamment lu quelque chose sur le Call Policy Tool. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, le Call Policy Tool, c'est un outil de notation qu'on a développé à Reclaim Finance avec nos partenaires internationaux sur les politiques adoptées par les grands acteurs financiers ou au niveau international sur le secteur du charbon. Donc on a déjà identifié l'intégralité des politiques qui ont pu être adoptées par des banques, par des sociétés d'investissement, par des sociétés d'assurance sur le secteur du charbon, et on a analysé, passé au peigne fin, ces politiques pour comprendre ce qu'elles font et ce qu'elles ne font pas. Il y a plusieurs objectifs, mais un des objectifs, c'est d'aider tout un chacun, que ce soit un particulier ou un autre acteur financier ou les médias, à naviguer dans les méandres des politiques sectorielles adoptées par les acteurs financiers, parce que pour les comprendre, il faut vraiment
s'accrocher, savoir lire les petites lignes, les notes de bas de page, pour vraiment comprendre ce à quoi s'engage un acteur financier via l'adoption de ces textes-là. Un enjeu majeur est de faire comprendre qu'il ne suffit pas d'adopter une politique sur le charbon. Encore une fois. Et aujourd'hui, on a plus de 230 politiques adoptées par des acteurs financiers sur le secteur du charbon. On en a moins d'une vingtaine qui sont assez robustes pour prévenir l'expansion du secteur et en accompagner la sortie. Donc vous voyez, c'est un énorme écart. Et le problème, c'est que si on ne fait pas ce travail-là, on facilite le greenwashing, où l'idée selon laquelle un acteur aurait adopté une politique sur le charbon, c'est bon, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure avec les banques françaises en 2015, le travail est fait, on peut passer à autre chose, tout roule. Quand BlackRock a adopté une politique sur le secteur du charbon en janvier 2020, certains médias ont titré « BlackRock sort du charbon ». Est-ce que peut-être que BlackRock avait utilisé le mot sortir, je ne sais pas, mais c'est pas du tout exact. Sa politique couvre 17% de l'industrie du charbon, est impliquée à 1/3 des activités de BlackRock, donc on est très 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 loin d'une sortie du secteur du charbon. Mais ça n'a pas empêché ce type de communication. Donc voilà, allez voir le Call Policy Tool et là vous verrez que BlackRock, sur sa ligne, on analyse chaque politique sur 5 critères de manière très simple, avec à la fois un système chiffré, donc de 0 à 10 pour chaque critère, et un code couleur. Rouge, orange et vert. Et on comprend vite, voilà, lorsqu'on regarde BlackRock, que c'est tout rouge. Donc, c'est vraiment pas bien. Donc voilà. Donc le but aussi du Call Policy Tool est de remettre de la transparence là aujourd'hui où il n'y a pas, de donner les clés de compréhension à tout un chacun. Et puis, bien entendu, ça met également en concurrence les acteurs. Et la concurrence est un levier aussi majeur pour les pousser à faire plus. C'est vrai que nous, on pratique le name and shame, on dénonce le greenwashing et on joue également sur les effets de compétition entre tous les acteurs, tous les acteurs dans leur catégorie. Il faut bien les connaître pour savoir qui regarde qui. Mais c'est vrai que ça permet également de pousser une institution à aller plus loin et à s'aligner sur les meilleures pratiques du secteur, voire un tout petit peu au-dessus, pour pouvoir dire qu'il est meilleur que le concurrent. C'est aussi parce que c'est un secteur quand même assez opaque et difficile à approcher, vous le disiez, qui fait aussi penser par exemple au secteur nucléaire où on nous dit non mais laissez faire celles et ceux qui savent, que c'est plus difficile pour nous de s'y intéresser et qu'on a besoin d'outils assez clairs et assez faciles à lire en fait. C'est ça, la finance est souvent un sujet, on le dit, c'est un sujet d'experts, il faut le laisser entre les mains des experts, alors que c'est un sujet intrinsèquement politique et qu'il ne faut absolument pas le laisser que entre les mains des soi-disant sachants, parce que ça impacte tout le monde et donc il faut redonner les clés à tout à chacun pour se réapproprier ces sujets-là et demander des comptes aux établissements à qui nous confions notre argent. Est-ce que, et j'en finirai là-dessus, est-ce que vous travaillez beaucoup avec d'autres ONG, organisations basées à l'international? Est-ce que vous regardez ce qu'elles font? Est-ce que vous échangez? Énormément. Nous, notre force, c'est de travailler en réseau. Donc on est extrêmement bien connecté au niveau international, ce qui fait également que certains acteurs financiers le comprennent et que au-delà du rapport de force qu'on institue, il nous arrive de s'asseoir autour de la table avec un acteur financier pour l'accompagner sur l'adoption de telles politiques, sur le changement de ses pratiques et également sur les discussions qu'ils peuvent avoir avec telle ou telle entreprise. Et bien nous, on est tellement bien connectés qu'on arrive à trouver des informations très rapidement pour faciliter ces échanges-là. Pour faire du fact-checking, une entreprise va raconter une certaine histoire à son banquier. Nous, on va aussi fournir au banquier d'autres lignes de lecture qui viennent directement des territoires où l'entreprise est implantée. Donc on raccourcit les chaînes de communication et on va travailler avec
plein d'acteurs différents. Donc, on va travailler avec des organisations qui sont des think tanks qui vont vraiment produire de l'analyse financière, économique. Nous allons travailler avec des ONG similaires à Reclaim Finance. Notamment, on va travailler avec une organisation allemande qui s'appelle Urgewald, qui, elle, a mené tout un travail sur l'industrie du charbon pour vraiment créer une base de données avec l'intégralité des entreprises du secteur du charbon. Et cette liste-là, aujourd'hui, qui s'appelle la Global Coal Exit List, est utilisée par plus de 400 institutions financières au niveau international pour identifier leur exposition au charbon et adopter des politiques. C'est également une liste qui est utilisée par la Banque mondiale, etc. Et nous, on va faire le côté plutôt analyse des politiques. Et donc, du coup, on travaille très, très bien en binôme avec cette organisation allemande. On va travailler avec d'autres organisations plus de terrain, plus grassroots, qui vont avoir un côté expertise, mais également mobilisation citoyenne. Donc, par exemple, les Amis de la Terre, à qui nous sommes affiliés. Et puis, on va travailler également avec les communautés, les principaux intéressés par les impacts de telle ou telle énergie sur leur territoire. Très bien. Il y a une question que je pose en général à mes invités, c'est de savoir leur premier geste écolo. Quel a été votre premier geste écolo ? Quand est-ce que vous avez commencé à vous sensibiliser à l'écologie ? Alors, premier, aucune idée. Ce qui me vient en tête tout de suite, le premier geste écolo, c'est pas mettre mon papier dans la poubelle, mais c'est aller dire à quelqu'un que je vois jeter son papier par terre qu'il y a une poubelle à 10 mètres et qu'ils peuvent le mettre dans la poubelle à 10 mètres. Et je pense que je resterai là-dessus parce que c'est ça aussi l'écologie. C'est encore une fois, c'est pas seulement s'assurer qu'on est un écolo parfait le dimanche, c'est aussi jouer son rôle dans la cité pour. Alors là, c'était moi à mon niveau, haute comme 3 pommes, juste aller voir la dame un peu plus loin pour lui dire que ça se fait pas. Mais au niveau plus structurel, s'intéresser aux décisions économiques et politiques de nos grandes institutions et de nos grandes multinationales. Merci beaucoup Lucie Pinson, c'était très intéressant. Et puis à bientôt. Merci. Cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Si vous souhaitez soutenir le travail de Lucie Pinson et de son équipe, n'hésitez pas à consulter la barre de description de l'épisode. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez m'encourager, vous pouvez laisser des étoiles et des commentaires sur la plateforme d'Apple Podcast ou sur votre application de podcast favorite. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, @BasilicPodcast, et partager avec moi vos épisodes préférés. Votre soutien est précieux et indispensable pour faire découvrir Basilic à de nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt!